Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale de la soirée de l'information. Édition spéciale consacrée en partie à la présidentielle du 30 décembre prochain en République centrafricaine. Une présidentielle qui a été reportée pour le 30, qui n'aura plus le 27 comme initialement prévu. L'annonce a été faite ce jour par la présidente de la transition, Catherine Samba Panza. La création d'une commission nationale électorale indépendante au Congo-Brazzaville est effective. Denis Sassou Nguesso a donc satisfait les vœux de l'opposition. Le Conseil des ministres a adopté le projet de modification de la loi électorale ce jour, des décisions qui pourraient stimuler les Congolais à participer massivement à cette présidentielle qui est annoncée pour le premier trimestre de 2016. Construction des autoroutes au Cameroun, le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yan, prescrit la transparence dans le paiement des indemnisations des populations déguerpies avant l'entame des travaux de construction de ces autoroutes. Au cours d'un conseil de cabinet de ce mois de décembre, le chef du gouvernement camerounais a également demandé qu'une communication plus efficace et plus fluide soit entreprise en direction des populations pour leur expliquer le bien fondé de ces projets. Toujours au Cameroun, nous parlerons ce soir du rapport de Transparency International sur la corruption au Cameroun. Ce rapport qui fait gonfler le gouvernement camerounais. Son ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, est monté au créneau pour relever ceci, pour le déplorer les insuffisances de ce rapport qu'il qualifie de dangereuses entreprises de désinformation pour volontairement ternir et desservir la perception que les Camerounais et la communauté internationale ont de son pays. Dans ce rapport précise le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, le moindre chiffre sur les actes matériels de corruption ne sont pas observés, encore moins recensés. Et comme il est tradition tous les soirs pour commenter, apporter des compléments d'information à cette soirée de l'information, Patrick Christian, bonsoir. Bonsoir Louis Roger, bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, Fallon Chounia, bonsoir. Bonsoir. Un peu grippé. Ah, bien sûr. On espère bien évidemment que vous allez tenir le coup. Alors, Patrick Christian, je voudrais que nous commencions bien évidemment par cette information de première main qui nous vient donc de la République centrafricaine avec cette présidentielle qui a été reportée pour 3 jours, semble-t-il pour des raisons logistiques et matérielles. Ben, vous voyez, Louis Roger, que nous n'avons pas que fait spéculer sur la situation ou alors sur ce calendrier électoral en République centrafricaine. Depuis des semaines, depuis des jours, et pas plus tard que ce matin encore, nous étions dans une perspective d'inquiétude. Il me semble que véritablement la République centrafricaine va certainement vers une élection. Elle va peut-être se tenir, mais à la vérité, on se demande dans quelles conditions elle va se tenir et quel est le niveau de crédibilité qu'on pourra accorder à cette élection et à la fin, le niveau de légitimité dont pourrait se revendiquer à la fois le président qui sera élu et ensuite même les parlementaires. Donc c'est une situation qui, à mon sens, était prévisible. J'ai même envie de dire 3 jours, c'est très peu. Officiellement, après une réunion de la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, avec tous les autres acteurs de la transition, y compris l'organe en charge de des élections actuellement du côté de la RCA, il est convenu et il est reconnu de tous qu'il y a un déficit structurel sur le plan de l'acheminement, n'est-ce pas, de la logistique devant permettre la bonne tenue de cette élection-là. 3 jours, est-ce que cela va suffire à combler ce gap qui est lui-même avoué par les autorités de la transition? J'en doute, et j'en doute davantage sur le plan même de la capacité de ces acteurs-là, et notamment de ceux en charge de l'élection présidentielle et de l'élection des parlementaires, à mobiliser le maximum possible de Centrafricains. Je regardais encore sur quelques chaînes étrangères il y a quelques minutes, et même dans la journée, on évoquait la mobilisation des Centrafricains actuellement au Cameroun, réfugiés ou résidents au Cameroun, pour cette élection-là. Aujourd'hui, on en est encore à appeler les gens pour une espèce d'enrôlement. Vous voyez, c'est compliqué, Louis Roger. On a des difficultés au niveau de ce processus quant à la maîtrise effective, n'est-ce pas, des participants pour pouvoir avoir une évaluation assez crédible. On a la difficulté quant au plan de l'organisation matérielle. C'est d'ailleurs une des raisons principales qui fait le prolongement de cette élection.
du 27 au 30 décembre, je me demande bien ce qui pourra changer en 3 jours. C'est peut-être 3 jours de plus, c'est bon, mais j'ai bien du mal à voir ces 3 jours combler tous les manquements, en tout cas à les réduire à leur simple expression, ces manquements qui sont observés depuis la marche de la République centrafricaine vers ce processus électoral. Alors, Falon Tchounia, ce soir, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a annoncé le report de 3 jours de la présidentielle du 27 décembre, qui est désormais souhaité tenir le 30 décembre. Et semble-t-il que le matériel électoral est encore, dans la mi-journée, se trouvait encore au Cameroun. Effectivement, le matériel électoral dans la mi-journée se trouvait encore au Cameroun. Ça montre tout simplement que la Centrafrique n'était pas encore prête pour ces élections-là. Ce n'est pas le premier report qui nous parvient. Ils ont reporté plusieurs fois et ça démontre une seule chose. La République centrafricaine n'était pas encore prête pour une présidentielle en ce moment parce que financièrement, elle ne peut pas tenir le coup de ces élections. Et on se demande bien si ça doit se passer dans de bonnes conditions avec la transparence qu'il faut. Lorsqu'ils sont incapables d'arriver dans certaines zones à cause des moyens logistiques. Et pour une présidentielle, ce sont les points importants. C'était prévisible depuis le départ. Et si à moins de 3 jours, ils ne sont pas capables de le faire, on ne pense pas qu'ils le feront. Peut-être qu'ils vont encore reporter comme d'habitude. Voilà, alors on parle de la mise à disposition de la grande partie du pays, hein, du matériel électoral, les procès-verbaux, les bulletins de vote, les urnes, etc. Et c'est quand même regrettable que ce soit à la dernière minute que l'on se rende compte qu'il y a eu des difficultés à acheminer le matériel électoral dans l'arrière-pays. Justement, ça démontre peut-être une chose, qu'il n'était pas encore prêt financièrement et certainement peut-être le comité qui organisait toutes ces choses, ils n'étaient pas assez professionnels. Ça veut dire qu'ils ont échoué dans leur devoir parce que je pense que dans une présidentielle, c'est la première des choses à vérifier. Le matériel, avec quoi est-ce que les gens vont voter? Il faut mettre cela à la disposition aussi à moins de quelques jours de la présidentielle. On n'a pas tout ce matériel-là. On ne sait donc pas pourquoi on a organisé cette présidentielle parce que c'est le plus important la plus importante consultation, la plus importante surtout que c'est la magistrature suprême. Justement. Alors, Patrick Issam, d'abord, il y a un grand problème que l'on relève, celui, bien évidemment, de la formation des scrutateurs qui ne sont pas véritablement au point. On a d'ailleurs constaté dans le remplissage des PV qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Et lorsqu'il y a des erreurs sur des procès-verbaux, le bureau d'élection est nul et de nul effet. Alors, c'est un problème évoqué. Est-ce qu'il faut attendre encore la dernière minute pour se rassurer que les scrutateurs et les agents électoraux sont bien formés ou bien ne sont pas du tout formés? Tout ça fait partie du contenu d'un même package, oui, Roger. Le contenu d'un même package qui, finalement, peut jeter du discrédit sur un processus comme celui-là. La disponibilité et la qualité de la ressource matérielle ne peut pas être dissociée de la disponibilité et de la qualité de la ressource humaine qui elle-même doit suivre ce processus. Alors vous imaginez que si sur les deux plans, on a déjà des difficultés à cerner même la disponibilité parce que ces scrutateurs en nombre, ils ne sont pas suffisants. Et si en plus de leur insuffisance, ils doivent être dans une, on va dire, qualité douteuse, vous voyez que ça renvoie à un certain nombre d'éléments qui concourent à discréditer, même avant la tenue du processus, ce processus. Et d'un autre côté, on n'a pas acheminé sur le vaste territoire qu'est la Centrafrique encore le matériel. Si on en est à s'imaginer qu'au jour de ce matin, le matériel était encore sur le territoire camerounais, il va sans dire que c'est une situation quand même incertaine qui va gouverner ce processus-là, cette élection présidentielle. C'est une double échéance, je vais vous rappeler, présidentielle et parlementaire. Nous sommes dans une situation où, après une crise comme celle-là, à défaut d'avoir une mobilisation exceptionnelle qui fait déjà défaut, avec le nombre d'électeurs questionnable parce que forcément la démobilisation des populations centrafricaines avec leur déplacement, le nombre de réfugiés ne permet pas en toute objectivité aujourd'hui qu'on puisse imaginer que les Centrafricains dans leur immense majorité vont participer à ce scrutin. Ça c'est un fait, c'est un acquis. Mais on se serait au moins attendu au regard, n'est-ce pas, de l'importance de ce processus qui devrait tout au moins symboliquement marquer la sortie de crise, même si c'est une sortie de crise poussée, voulue à tout prix pour se débarrasser du poids lourd que représente la RCA, on devrait tout au moins
s'atteler à ce que ce matériel-là soit disponible. Cela nous amène, lui, Roger, avec beaucoup d'effectivité, à constater que, malheureusement, l'impact de l'insécurité est encore sur ce flamme et plombe sur ce processus. Parce que, à la vérité, même si on ne le dit pas, on n'a pas pu acheminer un certain nombre de matériel dans des circonscriptions plus ou moins éloignées de la capitale Bangui, parce que ce processus-là, ce problème d'insécurité était encore présent. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire simplement que c'est une question de ressources financières, mais on peut reconnaître aussi qu'il y a quand même une espèce de frayeur. L'insécurité est présente en République centrafricaine et il va sans dire qu'à la fois, on peut faire face à la qualité des scrutateurs, en même temps, on fait face à la disponibilité du matériel, à sa quantité, à sa qualité, mais derrière, il y a cette épée de Damoclès qui, de manière inéluctable, est l'insécurité. Et je peux vous dire que cette insécurité-là, au-delà de cette sortie de Nouroudine Adam, qui a quand même fait croire qu'il va mobiliser ses troupes et calmer, appeler les uns et les autres à voter dans la partie nord-est, où il avait déclaré la partition du pays avec la République du Logone, on peut bien s'imaginer que Nouroudine Adam, il a beau être, n'est-ce pas, un des mentors, n'est-ce pas, on va dire de la Séléka, mais il n'a pas la capacité aujourd'hui à maîtriser tous les groupes armés qu'on retrouve en République centrafricaine. Et de l'autre côté, on a les anti-Balaka. Combien de fractions armées on a à RCA? Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas aujourd'hui la capacité d'avoir une même mise réelle sur les aspects sécuritaires. On évoquait encore les questions du désarmement, où au-delà des groupuscules, même de manière individuelle, les gens détiennent des armes dans les domiciles. Donc, la question sécuritaire, elle aussi, s'ajoute à cette problématique sur la disponibilité du matériel et la qualité des scrutateurs. Et c'est en cela qu'on est inquiet sur la qualité du processus de cette élection. Donc, lui, Roger, on peut se dire que 3 jours, c'est bon. C'est peut-être de manière tacite une reconnaissance de ce que la RCA n'est pas prête, mais j'aurais souhaité qu'on aille jusqu'au bout et qu'on regarde les choses en face et qu'on se dise que s'il faut le faire, qu'on le fasse dans de bonnes conditions, au risque de replonger pour très longtemps encore la RCA. Alors toujours ces jours-ci, l'archevêque de Bangui, Dieudonné Zapalenga, que l'on connaît très bien, organisé une caravane de la paix pour sillonner donc tous ces quartiers hostiles. Certainement une autre façon aussi pour baliser le terrain avant que ce matériel électoral n'arrive. Fallon Tchounien. Peut-être une autre façon pour baliser le terrain avant que n'arrive le matériel électoral, mais l'élection n'était pas la première chose, du moins c'est la chose la plus importante pour les Centrafricains, dans la mesure où on sait que plusieurs groupes armés se sont formés et que le pays subit encore des tensions jusqu'à ce moment. Et comme l'a relevé Christian tout à l'heure, bon nombre de Centrafricains ne sont pas chez eux. Alors comment organiser une élection présidentielle et législative sans les Centrafricains eux-mêmes? Qui votera? La première des choses était non seulement d'établir une réconciliation nationale, de désarmer les gens, et en plus maintenant que les Centrafricains se sentent contents, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils reviennent chez eux, faire revenir les Centrafricains, là, ceux-là même qui sont partis du pays à cause de toute cette tension-là, qu'ils se retrouvent sur leur territoire. Après, maintenant, voir dans quelle mesure on peut organiser une législative ou une présidentielle. Parce qu'on ne peut pas organiser des élections sans le peuple qui doit voter. Voilà. Et toujours dans le cadre de cette élection présidentielle et législative en République centrafricaine, il faut dire, pour ce qui est de la présidentielle, qu'on a 30 candidats qui sont en lice et des Centrafricains voudraient quand même que celui qui va sortir des urnes comme étant le futur président de la République puisse restaurer la confiance, l'autorité de l'État, améliorer les conditions de sécurité, relancer l'économie du pays. Est-ce que ces problèmes-là, vous les partagez aussi, Patrick Issandabo? Mais c'est l'idéal. Il me semble que pour toute personne qui aime la République centrafricaine, sans même être centrafricain, il me semble que de manière assez normale, sauf à être aussi inhumain que cela, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à la République centrafricaine. C'est un pays frère, c'est un pays ami, et à la vérité, il est important de voir qu'en République centrafricaine aujourd'hui, on n'a plus que jamais besoin de paix, d'un retour à l'équilibre, et finalement, de sentir que les Centrafricains se retrouvent dans une espèce de réconciliation, et au-delà de la réconciliation, dans une envie de vivre ensemble. Il me semble que c'est tout ce qu'on peut souhaiter à la RCA. Bon, maintenant, dès qu'on l'a dit, 30 candidats, c'est à se demander si véritablement on va réussir à tirer une crème de ces
de ces multiples candidatures. C'est vrai qu'il y a un deuxième tour potentiellement, mais est-ce que cela ne participe pas encore à une espèce de diversion, à une espèce de dispersement des énergies ou quelques séquelles en fonction des résultats d'un éventuel premier tour pourraient davantage même diviser autant les Centrafricains? Qu'est-ce qu'on peut retrouver derrière cette flopée de candidatures? Il me semble que ça démontre à suffisance qu'il y a encore une espèce, comment je vais dire, de flou dans le paysage politique qui, à la fois, sort d'une situation de crise, mais présente un certain nombre de candidats qui ont beaucoup plus des ambitions personnelles que la capacité de se fondre dans un programme pour offrir une alternative réelle en République centrafricaine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer donc de ces 30 candidats? Moi, j'en sais pas, c'est aux Centrafricains qui vont voter de décider, mais ça ne fait pas sérieux pour une présidentielle et dans une situation de crise d'avoir 30 postulants au poste présidentiel. Postule-t-il vraiment pour une on va dire, pour un programme qui permettrait aux Centrafricains de sortir de ce gouffre, ou bien postule-t-il pour être à leur tour aux affaires et faire la gabégie comme quelques-uns l'ont fait avant? Je suis presque certain que c'est pour la deuxième option. Alors, Fallon, il y a également ces Centrafricains qui voudraient, par exemple, qu'il y ait une parité hommes-femmes et que le gouvernement soit limité à 20 ministres. D'autre part, d'une réduction de 30% du salaire du président de la République, des ministres et voire même de certains parlementaires, de la réduction du train de vie de l'État. Alors, vous, cela vous touche un tout petit peu parce que la Centrafrique est aujourd'hui pratiquement en faillite. Oui, la Centrafrique est aujourd'hui pratiquement en faillite et justement, il y a des fonctions et des postes qu'il faudrait carrément éliminer parce que ça constitue une charge assez lourde et assez énorme pour le pays. Ça constitue des frais supplémentaires pour le pays alors qu'on pouvait se passer de toutes ces choses-là et maintenant réinvestir dans les infrastructures. Ils ont besoin d'écoles, ils ont besoin d'hôpitaux, ils ont besoin de maisons. Il va falloir reconstruire le pays qui a été détruit et puis la réduction de tous ces postes-là, de ce train de vie, c'est impératif en ce moment. Également, la question de parité, ce n'est même pas la question qui concerne seulement la Centrafrique. Maintenant, le monde est en train de vivre sur le coup de la parité. On demande également que les femmes s'investissent dans les institutions, dans les organisations étatiques pour qu'on retrouve assez de femmes. Parce que maintenant, la femme a montré qu'elle était capable, qu'elle était indépendante. Elle n'est plus seulement celle-là qui passait son temps au fourneau, mais elle peut tenir et elle peut gérer. Par exemple, on a maintenant le président de la transition en Centrafrique, c'est Catherine Samba-Panza. En Allemagne, on a Angela Merkel. Donc, dans le monde, les femmes montrent de plus en plus qu'elles sont capables. Et cette question est très importante. Ce n'est pas seulement une question qui concerne la Centrafrique, mais je pense que la femme centrafricaine aussi est capable de pouvoir mener son pays au développement, de pouvoir mener son pays à la réconciliation et à la paix également. Alors, Patricia Dovo, parité enfant, 20 ministres, pas plus, réduction à 30% des salaires du président de la République, ministre, parlementaire, c'est que certains Centrafricains souhaiteraient voir être imposés au président qui va être élu certainement d'ici le 30 ou peut-être au second tour. J'aurais préféré, lui, Roger, que ceux qui fassent ces exigences-là fassent plutôt des exigences d'un programme clair pour la République centrafricaine qui consiste à proposer n'est-ce pas, à ce peuple qui souffre déjà des alternatives sur le plan des réalisations sociales, sur le plan des réalisations économiques, sur le plan finalement de l'amélioration globale des conditions de vie des Centrafricains. J'ai l'impression que même s'il n'est pas un débat à battre d'un revers de la main, ces conditionnalités-là, il me semble que participent, n'est-ce pas, du package qu'on pourrait appeler un débat secondaire. En République centrafricaine aujourd'hui, il me semble que tout cela n'aurait pas d'effet si on n'a pas la paix. Tout cela n'aurait pas d'effet si effectivement on ne se retrouve pas dans une vision qui porte la marche du pays. Je pense que ces conditions-là sont d'abord le préalable à mettre en place. Il faut que les Centrafricains se retrouvent, il faut que les Centrafricains aient véritablement la conviction qu'ils vont dans un sens commun et qu'ils aient envie de porter cette nation qui est finalement le socle et une appartenance collective. Et deuxièmement, on ne décide pas d'avoir 10, 20, 30 ou 40 ministres pour le fait d'avoir une évocation numérique. Il s'agit finalement de voir le besoin et de prendre ce besoin
et de l'implémenter en fonction de la consistance et de la réalité socio-culturelle, politique et économique du pays. Vous pouvez avoir un ministre et vous faites peut-être pire que celui qui en a 40. Il faut juger de l'opportunité d'avoir ces ministres. Il faut juger effectivement de la capacité du pays à juguler ces postes ministériels et de l'impact que ces postes ministériels ont sur le bien-être de ces populations. Et après, la réduction des salaires, elle est d'abord de combien ces salaires-là? Vous savez, ministre, président de la République et autres sont des institutions qui ne portent pas l'image d'une personne quand elle occupe ce poste. Elles portent l'image du pays à travers ces institutions. Et il me semble que c'est ce reflet-là que le pays porte, non seulement à l'intérieur et à l'extérieur. C'est vrai, il faut éviter la gabégie dans les dépenses liées au fonctionnement de toutes ces structures-là, mais il me semble que cela est surtout fonction de la capacité du pays à produire. Produire beaucoup pour ne pas avoir le poids des charges qui pèsent plus que les productions, mais aussi dépenser en tenant compte de ce qu'on pourrait appeler les règles et l'orthodoxie dans la capacité à gérer. Il me semble que voilà les critères qu'il faut prendre en compte en lieu et place d'avancer des chiffres et des nombres dans lesquels on va finalement se cloîtrer et qui n'ont pas un impact réel sur la vision qui porterait le bien-être des populations. Parlons à présent de la République du Congo, Congo-Brazzaville, bien évidemment, où le Conseil des ministres vient d'adopter le projet de loi portant modification de la loi électorale. Et déjà, on nous annonce ce bulletin unique souhaité par l'opposition et surtout cette commission nationale électorale indépendante. Alors, Denis Sassou Nguesso a-t-il mis un peu de vin, d'un peu d'eau dans son vin, Fallon Tchounia? Certainement, il a mis un peu de dans son vin pour l'empêcher d'être très alcoolisé. Du moment où on sait que l'opposition congolaise réclamait effectivement une commission électorale nationale indépendante et un bulletin de vote unique. Mais maintenant, ce ne sont pas les seules revendications de l'opposition. Mais on se posait la question déjà à savoir si en moins de 3 mois, il était capable d'organiser cette présidentielle-là. Il nous montre que lui et ses ministres, ils sont en train de travailler et ils sont en train d'avancer parce que du jour au lendemain, ils ont déjà sorti des lois, mais des lois dont on a juste donné 2 extraits, 2 éléments. Et voilà, peut-être ça va aider à calmer l'opposition congolaise. Voilà. Alors, déjà, ce bulletin unique, la Commission nationale électorale indépendante, même si on n'a pas d'autres éléments pour davantage mieux comprendre ces décisions qui sont prises, mais c'est déjà un pas fait et un pas appréciable et apprécié, même si aujourd'hui l'opposition ne semble pas être d'accord. Ben écoutez, l'opposition, elle ne sera jamais d'accord. Son rôle, c'est de s'opposer. Chez nous, en Afrique surtout, parce qu'on ne sait souvent pas, en temps opportun, avoir aussi quelques éléments d'appréciation. Non, pas pour être d'accord avec tout ce qui s'est passé en République du Congo, mais pour dire simplement que, on l'évoquait même d'ailleurs sur ce plateau bien avant le référendum, lors de la visite du président Sassou Nguesso à l'Élysée. On l'avait dit avec conviction qu'on avait l'impression qu'il était allé faire adouber une stratégie avant ce référendum. On a vu un président Sassou Nguesso au sortir du perron de l'Élysée dans une certaine assurance, annoncer ce qui allait se passer, et ça avait quand même donné l'impression que c'est un homme qui était sûr de son fait et qui avait déjà un plan bien établi. Et aujourd'hui, les faits nous donnent raison. On n'a pas vu trop les chancelleries occidentales, en tout cas la France, condamner avec véhémence ce qui s'est passé au Congo. Le référendum a eu lieu, bon gré mal gré pour l'opposition. On a adopté la loi et le président Sassou Nguesso aujourd'hui va certainement, pour les éléments qui constitueront le code électoral, faire adopter ça par le Parlement dans les prochains jours, puisqu'il a présenté le Conseil des ministres. Ce qui a été rendu public, c'est quelques éléments seulement, en attendant que cela soit passé par le Parlement. Donc, ce qu'on peut tirer comme premiers éléments, à mon humble avis, ce qu'on peut tirer de ces informations qui viennent du Congo, c'est que l'équipe du président Sassou, vraisemblablement, met simplement en danse une musique qui avait déjà été bien préparée. Parce que, à la fois la Constitution qui a été nouvellement adoptée, à la fois le 27 novembre, voilà, à la fois la décision d'anticiper l'élection présidentielle, on avait déjà spéculé sur cette question-là. Et puis, le président Sassou montre qu'il a quand même une certaine maîtrise de la classe politique chez lui et de l'espace politique actuellement dans son pays.
on peut lui reprocher ses méthodes, on peut lui reprocher de ne finalement pas respecter un certain nombre d'éléments de sa constitution, la précédente, parce qu'il vous dira qu'il y a une nouvelle déjà là. Et ensuite, il vous dit très clairement que cette constitution qui est là, il faut rapidement qu'elle renouvelle les institutions, puisque c'est une des griefs que cette opposition-là est en train de montrer concernant le président Sassou. Et donc, dans ce cas de figure, il faut rapidement avoir un président qui découle de cette nouvelle constitution. Il faut rapidement avoir un gouvernement qui peut prétendre avoir la légitimité. Il faut avoir un parlement qui peut prétendre s'appuyer sur la nouvelle constitution. Donc, c'est une machine, finalement, qui a été programmée depuis longtemps et qui est simplement mise sur les rails actuellement pour aller vers le processus final. Donc, vous voyez que l'opposition ne s'en sort pas finalement incomprise dans ce processus. Parce que les listes électorales seront plus ou moins revues, même si ce n'est pas encore totalement certain. Le bulletin unique, c'est une revendication principale de l'opposition. Une commission électorale indépendante, c'est une revendication principale de l'opposition. Et une commission électorale qui, à côté de la CONEL, qui s'occupait de ces élections-là avant, aura une indépendance financière, dit-on, en attendant que ce soit vérifié, et aura aussi une indépendance administrative. Vous voyez, ça change beaucoup de choses. Et il me semble que maintenant, pour l'opposition, certainement, le combat sera de veiller à ce que la représentativité de cette commission-là soit vraiment digne de porter l'espoir d'une indépendance dans l'appréciation du processus électoral. Parce que c'est à ce niveau que le jeu va se jouer. Mais, une fois de plus encore, on est obligé de reconnaître que toute cette manœuvre qui est mise en scène par le président Sassou et son équipe démontre à suffisance que c'est un plan savamment pensé et qui simplement est en train d'être déroulé. Et si l'opposition continue d'être, on va dire, dans des revendications futiles, elle risque de se faire damer encore le pion, même pendant les élections, sans avoir besoin de frauder pour le camp Sassou. Alors, est-ce à dire, Falon Chounia, que la voie est tracée pour Denis Sassou Nguesso pour briguer un autre mandat? Bien sûr que la voie est tracée pour Denis Sassou Nguesso pour briguer un autre mandat, puisque tout se passe comme un film qui a été préparé déjà au préalable. Et bizarrement, il avance sans interruption. Maintenant, je pense que dès le départ, l'opposition a faussé dans la mesure où elle a appelé au boycott du référendum. Sachant très bien que le régime du Congo était un régime répressif, il fallait normalement que l'opposition parle. C'est vrai, on a senti l'opposition, mais on n'a pas senti l'opposition assez forte à la période avant le référendum. Et ça veut dire que si l'opposition, le rôle de l'opposition de devoir empêcher le changement de la Constitution, d'empêcher Sassou de briguer un autre mandat, devait se faire avant le référendum. Mais ils ont décidé de boycotter le référendum, le dialogue national, où il y avait des observateurs qui sont venus, des observateurs internationaux, où ils avaient la possibilité de parler et faire connaître leur position au monde entier. Ça, ils n'ont pas saisi cette occasion. Boycotter maintenant le référendum revenait à laisser toutes les personnes qui soutiennent Sassou d'aller voter, et le vote ne pouvait être qu'un oui. Et à partir du moment où le vote était un oui, on savait que après on devait avoir la présidentielle anticipée, et après il devait, comme d'habitude, tenir en compte les conditions posées par l'opposition, les doléances de l'opposition, pour faire comprendre au monde que non, il écoute son opposition, il est un président qui est à l'écoute de son opposition. Pourtant, sur le terrain, en fait, les choses ne se passent pas bon train. Entre-temps, maintenant, ce qui concerne la CNI, espérons que la constitution de la CNI, les personnes, du moins, qui vont gérer cet organisme-là, ne seront pas des personnes proches du pouvoir, parce que si ce sont des personnes proches du pouvoir, ça va remettre en cause l'indépendance de cet organisme-là. La crédibilité de cette commission nationale électorale indépendante. Alors parlons, merci à présent du Cameroun, avec ce rapport de Transparency International sur la corruption. Ce rapport qui classe le Cameroun 136e sur les 174 pays et qui fait du Cameroun, selon ce rapport, le Cameroun le 40e pays le plus corrompu à l'échelle mondiale. Alors, Patrick Christian, devant le ministre de la Communication, Issa Choumakari, est monté au créneau pour dire que ce rapport ne s'appuie sous aucune base réglementaire, normale, conventionnelle. Êtes-vous d'accord, ou alors vous balayez d'un revers de la main ces propositions du ministre camerounais en charge de la communication? Vous savez, Louis Roger, sur ces questions-là, nous avons toujours l'obligation, comme dans d'autres questions, d'avoir une certaine objectivité.
balayer d'un revers de la main ferait preuve peut-être de prétention. Autant on peut apprécier l'éloquence, autant on peut apprécier, on va dire, la structuration du raisonnement du MINCOM dans cette sortie, autant on peut avoir quelques griefs sur les éléments fondamentaux, n'est-ce pas, de cette sortie. Premièrement, il faut dire que le ministre de la Communication, Issa Chirouma Bakari, est dans son rôle. Autoproclamé ou finalement, effectivement, porte-parole du gouvernement, il est dans son rôle. Il est dans son rôle de défendre finalement la politique et l'image de ce gouvernement qui est indexé plus ou moins par ce rapport. Il est dans son rôle de démontrer que les choses ne sont forcément pas comme cela est rendu dans ce rapport, qui fait quand même du Cameroun le 40e pays le plus corrompu au monde. Il est dans son rôle de démontrer que ce rapport ne s'appuie pas sur des éléments concrets, chiffrés, qui permettraient d'avoir une situation précise, n'est-ce pas, de l'impact tel que cela est démontré de la corruption sur la vie et l'économie camerounaise. Il est enfin, entre autres, dans son rôle de dire que Transparency International ne fait pas preuve de bonne foi. Alors ça, c'est la position du ministre. Mais à côté, lui, Roger, et à côté, on peut se poser la question de savoir si le ministre de la Communication, dans cette sortie-là, ne fait pas, malheureusement, plus d'écho à ce rapport que ce rapport n'en avait besoin. À mon sens, ce n'est pas la première fois que le Cameroun est indexé par Transparency International. Mais est-ce qu'à chaque fois que Transparency va sortir un rapport, le Cameroun, où il y a mieux à faire sur le plan de la gestion, n'est-ce pas, des médias, de la presse dans notre pays, sur le plan de la gestion de la communication gouvernementale sur d'autres questions aussi sensibles que, par exemple, les agressions que nous subissons dans l'extrême nord, dans la partie orientale, où il y a mieux à faire en cette fin d'année dans la communication des difficultés que rencontrent les Camerounais et dans les risques d'inflation qu'on peut avoir dans la vie au quotidien et notamment même dans la capacité des familles plus ou moins démunies à se trouver un petit bout de pain pour passer cette période de fin d'année. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire en termes de communication que de donner davantage même de l'importance et du crédit à ce rapport? Nous sommes tous d'accord qu'il y a des éléments questionnables sur ce rapport, mais je n'ai pas envie de rentrer dans la danse de ces éléments plus ou moins objectifs, parce qu'autant il y en a, autant on peut faire des critiques à Transparency International. Ce serait aussi pour le gouvernement faire preuve d'une myopie, malheureusement à constater, que de dire que le rapport de Transparency est vide. Qui au Cameroun ne sait pas que la corruption a fait son nid dans bon nombre de structures? Ce serait quand même pas tout à fait honnête de ne pas le reconnaître. Qui au Cameroun ne sait pas que certains secteurs cités par Transparency International sont des secteurs névralgiquement gangrénés par la corruption? Je ne vais pas les évoquer ici, mais ils sont nombreux. Ce serait donc, lui Roger, pas tout à fait honnête de dire que ce rapport est vide. Mais en attendant, avec ces manquements, il me semble que ce rapport n'a pas besoin d'autant de publicité que le MINCOM lui offre. Et en tout cas, ce que vous voulez dire là, c'est une évidence que l'on sait qu'au Cameroun, la corruption gangrène pratiquement tous les segments, mais l'on souhaiterait peut-être avoir des chiffres et des secteurs clés. Alors, Fallon, le ministre de la Communication qualifie ce rapport d'une dangereuse entreprise de désinformation visant bien évidemment à ternir, à desservir la perception que les Camerounais et la communauté internationale ont du Cameroun. Mais quelle est la perception que les Camerounais ont du Cameroun? Nous-mêmes, nous avons la perception que le Cameroun est un pays corrompu. On a l'exemple avec les concours pour avoir le permis de conduire. On a l'exemple avec les investisseurs qui ne parviennent pas à investir au Cameroun parce qu'au-delà de la paperasserie légale qu'on leur demande, il y a encore des sommes faramineuses qu'on leur demande pour établir une entreprise ici. C'est pourquoi ils n'investissent pas ici, ne construisent pas des entreprises. Et c'est pourquoi les jeunes Camerounais sont encore au chômage. On a des exemples de la Constitution lorsqu'on se retrouve dans les bureaux de la fonction publique où ils sont censés nous rendre des services gratuits, mais on nous demande de verser une certaine somme pour pouvoir entrer en possession de notre droit en tant que Camerounais. C'est pas aujourd'hui qu'on sait que le Cameroun est un pays corrompu et c'est pas Transparency International qui va nous apprendre de ça. Mais maintenant,
tous les Camerounais le savent. Et si on a créé la CONAC, ça veut dire que la corruption au Cameroun avait atteint un paroxysme où il fallait donc s'en occuper. Mais maintenant, le ministre de la Communication, comme disait Christian, il est dans son rôle. Son rôle est de défendre les intérêts de l'État. Il ne peut pas dire autre chose que le contraire. Même la fois où une organisation non gouvernementale a sorti un rapport sur les exactions de l'armée camerounaise dans le nord du Cameroun, il a toujours défendu. Pourtant, il fallait tenir compte du fait que même si on est en guerre, on doit tenir compte du fait qu'il y a des civils et qui ne sont pas des terroristes aussi. Mais maintenant, il est dans son rôle de protéger les intérêts de l'État. Mais est-ce qu'il doit aller aussi loin, sachant que c'est un problème aussi important? Mais maintenant, on le sait, réagir à ce type de rapport, ça veut dire accorder de l'importance. Et lorsqu'on y accorde de l'importance, quelque part, on se reproche de quelque chose. Et je pense qu'il avait bien des squelettes à cacher. Voilà. Alors, on va dire qu'en raison de toutes ces limites et de tous ces appareils, aucun esprit raisonnable ne devrait donc accorder le moins de crédit aux affirmations contenues dans un tel recueil d'opinions et d'approximations, précise le ministre en charge de la communication, et qui a quand même publié dans les colonnes du quotidien gouvernemental toute une littérature là-dessus. Alors, comme Fallon disait tout à l'heure, est-ce qu'il était obligé de pondre toute cette littérature que de prendre des mesures précises pour que l'on limite la corruption dans tous les secteurs gangrénés qu'on connaît, la police, la santé, l'éducation et j'en passe, les marches des publics. Mais lui, Roger, vous me reconfortez en nous rejoignant dans le premier propos que nous disions tout à l'heure. Et ces secteurs, vous les évoquez. La police, la douane, ainsi de suite, transparence, il les a évoqués dans ce rapport que j'ai lu, même si on peut questionner un certain nombre d'éléments objectifs sur un certain nombre de chiffres, avec les précisions et les dates, il n'en demeure pas moins que ces secteurs sont cités et qu'on n'a pas besoin d'être allé à Oxford pour faire des études stratégiques en enquête et en économie pour se rendre compte qu'effectivement, la douane a quand même quelques soucis avec cette affaire-là, ou bien que la police n'est pas tout à fait clean, ou bien que les services des finances ne sont pas tout à fait clean avec les pourcentages qu'on demande aux uns aux autres pour avoir. Allez voir dans nos établissements, on a la gratuité proclamée de l'enseignement primaire, mais allez voir comment ça se fait. Même si on dit qu'il y a des formes de paludisme dans nos hôpitaux où le paludisme est déclaré gratuit pour un certain nombre. Et à chaque fois que vous allez espérant avoir un palud qui va être traité gratuitement, on vous rappelle que c'est la forme qui n'est pas gratuite. Donc, c'est des réflexes avec lesquels les Camerounais jouent. On est même allé au niveau des sélections fanions, que ce soit en football, et dit que là-bas, les places se marchandent et s'achètent. Donc, des parents ont même déboursé pour que les enfants soient convoqués dans des équipes nationales. Ça, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Maintenant, la corruption, il faut le dire, et avec sincérité, pas pour jeter simplement le propre sur le Cameroun, n'est pas une spécificité de notre pays. Il faudrait bien évidemment qu'il y ait des efforts. La corruption est un mal qui gangrène tout le monde. Et on a un certain nombre de structures, la CONAC, la NIF, le contrôle supérieur de l'État. Tout cela participe certes d'une volonté à peut-être réduire cet impact sur la société et l'économie camerounaise. Mais à la vérité, au-delà de les créer, il s'agit plus que de pondre une littérature, parce que j'ai à la limite l'impression et l'envie de dire que mais le MINCOM a exactement fait ce qu'il reproche à Transparency International dans ce que vous appelez cette littérature-là. Il me semble qu'il donne plus d'écho à cette sortie de Transparency International qu'elle ne le mérite, parce que, je le disais ici il y a 2 ou 3 jours, Transparency ne nous apprend finalement rien dans ce nouveau rapport. On n'a pas finalement à s'acheter une tenue de Noël pour lire ce rapport-là et se dire qu'on découvre quelque chose. Mais le MINCOM lui donne plutôt de l'importance dans cette sortie-là. Donc finalement, réglons nos problèmes, trouvons des solutions et n'allons toujours pas chercher le bouc émissaire plus loin qu'il n'est. Alors, on a l'Agence nationale d'investigation financière, la CONAC, le TCS et j'en passe. On a même créé des cellules de lutte contre la corruption au sein des différents départements ministériels. Mais on se rend toujours compte que toutes ces structures créées par l'État du Cameroun pour tordre le cou à la corruption n'ont pas véritablement apporté les fruits escomptés au-delà de ces 50 milliards que la CONAC pourrait se vanter d'avoir réussi à collecter à la suite d'un travail assez remarquable depuis 2013. On attend bien évidemment 2014 et même 2015.
Jusqu'ici, ces organismes n'ont pas réussi parce que la corruption, c'est quelque chose d'ancré dans les mentalités, dans la mentalité du moins des Camerounais. Et quand tu rencontres quelqu'un en route, tu as besoin d'un service qui est censé être gratuit et qui te demande de l'argent pour faire ce service. Et quand tu lui dis comment est-ce que tu peux me demander ça, il te dit la corruption a commencé en haut. Même la tête est corrompue, c'est pas moi qui vous apprends ça. Donc je suis juste l'exemple. Je me dis que on a besoin d'une rééducation de mentalité. On a besoin qu'on enseigne encore dès le bas âge aux enfants à ne pas être des individus corrompus dans l'avenir. Ça ne passe pas seulement par ces organismes-là. Ce n'est pas eux qui viennent éduquer les gens. Les gens ont besoin d'être sensibilisés sur la corruption. Les gens ont besoin d'être sensibilisés sur la qualité du service qu'ils rendent. Qu'en tant que personnes qui travaillent pour le gouvernement ou pour les organismes tels que la santé, la police, ils sont là pour servir les Camerounais et sont des services qui ne demandent pas de l'argent en retour. Alors, on va sortir certainement avec cette instruction du Premier ministre sur le gouvernement qui voudrait bien évidemment que les populations puissent être indemnisées, surtout celles qui ont été déguerpies pour les chantiers comme ce chantier de l'autoroute Douala-Yaoundé et bien d'autres projets structurants. Alors, c'est une bonne information que l'on souhaiterait qu'elle se concrétise sur le terrain pour que les populations déguerpies puissent avoir un tout petit peu le sourire avant cette fin d'année. Oui, de manière très brève, puisqu'on est à la fin de l'émission, Louis Roger, j'aimerais bien et je souhaite que ces prescriptions du Premier ministre soient effectivement prises par les patients, que sont nos ministres, ceux qui sont engagés dans ces projets. C'est quand même aberrant que dans un pays comme le Cameroun, en urgence dans tous ces projets, avec tous ces grands projets structurants, cette ambition d'émergence en 2035, qu'on s'en mette à entamer le projet de construction d'une autoroute sans avoir évalué les distances, les indemnisations, les occupants. Louis Roger, écoutez, c'est pas sérieux. Que ce soit le Premier ministre qui vient donner une prescription de ce qui devrait faire partie des éléments basiques d'un projet, on a l'impression véritablement qu'il y a des boulons qui ne sont pas à leur place dans le système de management et de gouvernance de notre pays. Fallon, pour sortir. Je dirais que mieux vaut tard que jamais, même malgré le fait que ces familles vont passer le réveillon de Noël sans domicile, qui deviendront une charge pour d'autres personnes. Pourtant, on aurait pu éviter ça. On aurait pu éviter ça bien avant. Mais bon, ils vont les indemniser et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Merci madame, merci monsieur d'être venu ce soir. C'était avec beaucoup de plaisir que nous avons parcouru tous ces sujets d'actualité. Retrouvons-nous demain pour bien évidemment la matinale de l'information. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles au programme de Canal 2 Info qui se poursuivent.